On va commencer notre deuxième partie qui, alors là, vous l'avez compris, avec un clin d'œil sémantique extraordinaire, ne parle plus d'avenir mais de futur, n'est-ce pas? Avec donc les travaux de prospective que vous allez nous présenter tous les deux, et même, je crois, une troisième personne d'ailleurs qui va intervenir là aussi en visio, me semble-t-il. Et donc, je vous présente donc Jean-Éric Aubert. Ça, vous avez compris que c'était donc le président de la Fondation 2100 et ancien président et très, très grand animateur de la Société française de prospective. Daniel Kaplan, donc son titre est la Université de la pluralité. Alors, Daniel, j'ai connu quand il était tout petit, donc j'ose à peine raconter tous ses titres. Il a été cofondateur de la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération. Et lui aussi, je trouve qu'on peut le nommer prospectiviste, un peu visionnaire aussi. En tout cas, c'est un grand animateur de tout ce qui est, et plus qu'animateur, penseur de tout ce qui est effectivement du nom de son université, la pluralité, mais également participation de ce qu'on appelle la société civile à la construction d'un avenir meilleur. Ça te va comme présentation? Forcément, oui. Et après, on discutera meilleur. D'accord. Tout à Voilà. l'heure. Bon, très bien. Alors, pour le meilleur et pour le pire, selon l'expression consacrée, mais surtout pour les meilleurs, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une présentation de notre travail avec une vingtaine de slides un peu difficiles. Il y a des slides où il y a beaucoup de texte, et puis après, il y a des slides où il y a beaucoup de schémas avec des flèches. Mais je vais essayer quand même de rendre cela digeste. Ensuite, il y aura une vidéo d'une dizaine de minutes de notre collègue Françoise Roure, qui a été préenregistrée et qui nous parlera des catastrophes globales qui peuvent survenir au niveau de l'humanité. Ensuite, il y aura un commentaire par Daniel sur l'intérêt des scénarios et des récits, y compris ceux que vous pouvez faire et construire vous-même. Et on va essayer de tenir ça jusqu'à midi. Comme ça, vous aurez profité jusque-là. Et puis ensuite, le temps qui restera nous permettra d'échanger sur cette présentation. Très rapidement, je vous ai dit déjà quelques mots tout à l'heure en introduction générale. Le groupe de travail comprenait donc Christine Afrian, qui est ici une Société française de prospective, Daniel Kaplan, Denis Lacroix, qui était le prospectiviste jusqu'à il y a un mois de l'IFREMER, mais qui a une grande question marine, mais qui a une grande connaissance de toute la prospective. Françoise Roure, qui était en fait présidente d'un groupe de travail sur les nouvelles technologies convergentes à l'OCDE, et qui était en charge des questions de sécurité aussi au Conseil général de l'économie, des technologies et de l'industrie. Et Jacques Tess, qui est un grand prospectiviste qui a beaucoup animé notamment les ministères de l'Environnement, de l'Équipement, de la Transition, etc. Alors, on est parti sur deux grandes parties de travail, des mégatrends, des analysés et des scénarios. C'est vraiment la base de notre travail. Sur les mégatrends, on en a analysé 7, je vais évoquer, climat, environnement, technologie, qui en fait sont deux déferlantes qui vont vraiment impacter les sociétés humaines pendant ce siècle. Ensuite, des aspects qui touchent la recomposition du monde, avec la démographie et la géopolitique. Et puis des aspects qui sont à plus court terme, sur les horizons 2050, où là, on réfléchit plus sur les transformations économiques, politiques et culturelles qui peuvent survenir dans les sociétés et qui détermineront leur capacité d'adaptation. Et puis les scénarios, on en présentera rapidement deux positifs et deux autres plutôt négatifs. Et puis on évoquera notamment dans la vidéo les catastrophes globales potentielles. Alors, sur
sur les mégatrends, je ne vais pas m'étendre sur la question du climat et de l'environnement, mais on est quand même aujourd'hui sur une évolution qui devrait donner quelque chose comme près de 2 degrés en 2050, si on continue. Et si on ne fait pas les ajustements nécessaires, on est à 4 degrés et plus en 2100. La conséquence, c'est minimum 1 à 2 milliards de personnes déplacées d'ici 2100, compte tenu des zones qui seront devenues inhabitables. Et s'il y a une catastrophe océanique, comme une fonte de l'Antarctique rapide, c'est encore plus de gens concernés par rapport à tout ce qui habite proche des littoraux. Et tout ça devrait conduire, d'après les calculs des économistes, à une baisse du PIB minimum vers 2050, PIB par habitant, de 10 à 30%. Alors c'est en considérant aussi les projections, c'est-à-dire qu'on intègre un taux de croissance néanmoins du PIB, avec une problématique qui est quand même celle de la capacité de maintenir ce revenu par habitant. Bon, sur l'aspect environnement, je n'insiste pas, vous connaissez la chute de la biodiversité et le risque de vivre une nouvelle extinction, mais dramatique et beaucoup plus rapide que dans les périodes précédentes de l'histoire humaine, ou même de l'histoire de la planète. Les stress hydriques existent déjà. 40% de la population aujourd'hui vit sous stress hydrique. Et ensuite, les tipping points, c'est-à-dire les points de basculement, que je n'insiste pas, mais ça touche les ressources naturelles, ça touche l'atmosphère avec le niveau d'azote, etc. La deuxième grande déferlante, c'est la technologie, sur lequel il y a, on connaît les bons qui ont été accomplis dans le numérique, dans le quantique, et l'intelligence artificielle, on le vit. Alors, le problème, c'est qu'à terme, ça consomme beaucoup d'énergie néanmoins. Aujourd'hui, c'est 6% des émissions de gaz à effet de serre. C'est supérieur au transport aérien. Donc, la possibilité d'utiliser la technologie à fond pour s'en sortir n'est pas évidente. Alors, il y a des technologies convergentes avec les bio, les nanos, les technologies cognitives aussi qui offrent des transformations extraordinaires, y compris. C'est là où la grande différence par rapport au passé, c'est que ça vient toucher l'esprit des humains. Alors que les technologies passées, même si par exemple l'imprimerie a contribué à transformer tout le dispositif cognitif, on est là dans un ordre de grandeur supérieur. Dans l'énergie, il y a des potentialités, avec déjà les mini-centrales nucléaires qu'on voit se développer, mais il y a aussi peut-être l'hydrogène, et peut-être une abondance technologique dans ce domaine-là après 2050. Mais enfin, il y a un problème de transition qui se pose. Et de manière plus générale, ces technologies apportent d'une certaine façon beaucoup à l'humanité, y compris les technologies de la communication. On évoquait tout à l'heure avec monsieur l'ambassadeur le fait que finalement ça crée une conscience mondiale très utile aux transformations, mais en même temps il y a des risques de manipulation des esprits à des fins commerciales ou politiques que l'on connaît bien. Et par ailleurs, on s'interroge, est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle générale n'est pas en train, dans son développement, d'échapper à l'humain? C'est des interrogations qui, aujourd'hui, touchent les plus grands les experts sur ce sujet-là, ne sont pas d'accord. Donc, il y a ces potentiels de risques de la technologie en même temps que d'opportunités extraordinaires, et c'est ça une des caractéristiques de cette déferlante. Si on regarde maintenant la démographie, on est donc bien effectivement sur une population mondiale qui devrait culminer vers 10 milliards, ou peut-être un peu moins en 2080, puis après, il y aura une réduction non négligeable. Et certaines estimations plus récentes disent qu'en fait, on n'atteindrait même pas les 10 milliards, mais on pourrait peut-être même se trouver à 9 milliards ou quelque chose comme ça. La cause de tout cela, c'est la baisse de la natalité, notamment dans les pays développés. Et développé économiquement. Et dès qu'on atteint un certain seuil de développement économique, en fait, on ne fait plus d'enfants. Pour des raisons qui tiennent à la fois à l'évolution du statut des femmes, aussi à l'intégration de dispositifs de retraite et d'assurance, qui fait que c'est moins justifié de faire finalement des enfants en nombre, quelque part. Et tout cela aboutira à un déséquilibre sud-nord, nord-sud considérable. Et en 2100, il y aura une population de l'Afrique subsaharienne et de l'Inde qui représentera plus de la moitié de l'humanité. Donc on voit les conséquences, et notamment les processus migratoires inévitables qui se poseront du nord vers le sud avec
les bienfaits que ça peut avoir, mais aussi des conséquences difficiles et des frictions inévitables. Alors, sur la géopolitique, on en a parlé tout à l'heure assez abondamment, je ne m'étends pas, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation de montée des conflits. Alors, Proche-Orient, Ukraine, on voit de ce qu'il s'agit. On est dans un monde dans lequel l'Occident, quelque part, recule. Il n'est pas isolé, mais son influence recule. Il se fragmente d'une certaine manière. Il y a manifestement un fossé qui se creuse entre l'Europe et les États-Unis. Il y a des risques de dégénérescence, des risques de confrontation qui aujourd'hui, entre la Chine et les États-Unis, sont commerciaux. C'est d'ordre commercial, c'est confrontation, mais ça peut basculer autour de la question de Taïwan à un véritable affrontement guerrier. On voit bien aujourd'hui comment une certaine unité se fait en Eurasie contre l'Occident. J'ai évoqué tout à l'heure les tensions croissantes qui seront inévitables entre le Nord et le Sud du fait des déséquilibres démographiques et qui s'accroîtront au fil du siècle. On voit déjà apparaître aussi des guerres de l'eau potentielles autour des ressources naturelles. Et les risques de guerre nucléaire s'accroissent avec les processus de prolifération. On connaît ce qui se passe en Corée du Nord, en Iran, etc. Donc il y a un horizon géopolitique qui est problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération dans cette recomposition du monde. Maintenant, si on regarde à plus court terme les transitions qui vont opérer dans les 2 décennies qui viennent, sur la politique, on voit bouger des choses. C'est-à-dire qu'il y a une érosion des démocraties par rapport au régime autoritaire. Il y a une question qui se pose à l'égard de l'État-nation. Il y a un regain nationaliste indiscutable, mais à long terme, l'État-nation, quelque part, va être entamé par les processus, d'une part, d'autonomisation au niveau sous-national, des alliances qui vont se faire au supranational, et puis tout ce qui est de l'ordre du transversal, du transnational, avec les multinationales, les ONG et des réseaux mafieux. Donc, c'est des questions qui doivent être posées sur l'avenir de l'État-nation comme mode de régulation du pouvoir au niveau mondial. Et puis, la gouvernance la gouvernance mondiale a été mise en question. Je ne m'étends pas puisque nous en avons parlé assez longuement. Je voudrais juste dire qu'il y a la problématique des normes qui va se poser au niveau mondial. Alors, environnemental, on a du mal à s'entendre autour des normes climatiques, mais les politiques sont également aujourd'hui entamées, notamment la question des droits humains, et les normes technologiques qui sont fondamentales. C'est embryonnaire. Alors, quelque chose se passe aujourd'hui dans le numérique, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui devront être traités. Alors, en ce qui concerne l'économie, on est devant une situation compliquée, où il y a une série de facteurs qui s'entremêlent et qui permettent de penser que de toute façon, on va aboutir à une reconfiguration des systèmes économiques. Aujourd'hui, il y a une montée du protectionnisme indiscutable, il y a une quête de souveraineté. En même temps, il y a des efforts pour développer la résilience locale, parce que tout le monde pressent qu'on va vers des crises climatiques, géopolitiques, financières. Il y a un emploi qui est perturbé par l'arrivée notamment de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, qui vient toucher les professions intellectuelles, c'est ça qui est vraiment nouveau, et qui introduit une polarisation qui va impacter aussi au niveau des professions intellectuelles et les cadres. Il y a une mondialisation des inégalités, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une inégalité entre pays pauvres, pays riches, mais on est dans une inégalité au sein même des nations. Et cette mondialisation a des implications importantes. Les crises financières et monétaires, probablement, les raisons de ces crises s'accroissent, ne serait-ce que par les montants de dette accumulés par certains pays, y compris le nôtre. Et quand ça touche la zone européenne en son entier, on peut imaginer les conséquences. Mais il y a aussi probablement à terme une réallocation qui va se faire, parce que le dollar ne peut pas continuer dans la situation, le statut qu'il a à très long terme, ça paraît difficile. Et puis il y a toutes sortes de monnaies nouvelles qui sont déstabilisatrices, notamment les crypto-monnaies, les monnaies numériques, qui pour le moment, on ne sait pas trop comment on va les réguler. Et dernier point, la
quand on regarde les projections de croissance des économies développées en particulier, on s'aperçoit qu'il y a une croissance potentielle qui s'amenuise d'année en année. Et la raison principale, c'est l'affaiblissement de la population active. Et à partir de là, la question se pose, que vont devenir les niveaux de vie? Et comment va-t-on financer, et sans finalement perdre sur ces niveaux de vie, les investissements colossaux qu'il faudra réaliser, en particulier face au changement climatique? Donc c'est une interrogation et qui fait que d'une manière ou d'une autre, il faudra reconfigurer les systèmes économiques. Sur l'anthropologie, on a aussi des facteurs qui permettent, je dirais, je parle de transformation des sociétés. En fait, ce qui va se passer, c'est une vraie restructuration des sociétés à long terme. Dans la mesure où il y a d'une part une certaine convergence entre pays au niveau socio-culturel, au niveau mondial, mais il y a de nouvelles valeurs qui apparaissent en Occident et qui vont se répandre dans le reste du monde parce qu'elles vont rencontrer aussi des phénomènes, des mouvements qui dans le reste du monde sont en train de se manifester. Il y a de nouvelles relations à l'environnement et à la nature. Il y a des relations qui se transforment par rapport au sexe et au genre, et l'évolution de sociétés qui étaient fondamentalement patriarcales, y compris les nôtres. Il y a de nouvelles relations à la maladie et à la mort, y compris avec les mouvements transhumanistes, par exemple. Alors, ça n'atteindra pas nécessairement ces extrêmes chez beaucoup de gens, mais il y a une nouvelle façon par rapport au progrès, de ce qu'on ressent du progrès par rapport à la maladie et à la mort, qui va nécessairement s'introduire. Et il y a d'autre part un phénomène qu'on peut appeler, nous, une société gazeuse, qui dépasse la société liquide de Bauman, qui est relié au fait que les gens perdent leur relation aux racines traditionnelles, que ce soit la nation, la famille, l'État, la religion. Et donc, il y a une situation qui est une certaine volatilité, si je puis dire, de l'individu, qui est aggravée ou accentuée par les processus numériques. Et tout ce qu'on pose comme question sur, par exemple, la durée de l'attention qu'on porte en fait, dans les processus de connaissance, dans la capacité de sauter d'un sujet à l'autre, dans la manière même dont les informations nous arrivent. Et donc la question se pose, c'est comment cette volatilité individualiste va pouvoir évoluer, avec quel type de restructuration, type de pouvoir, type de valeurs qui devront se mettre en place, parce que ce n'est pas durable trop une société qui finalement est dans un mouvement brownien excessif. Alors également à long terme, il y a un processus d'hybridation qui va se faire, mestissage culturel inévitable à cause des migrations importantes que j'évoquais, et puis une hybridation homme-machine et technologique d'humain. Alors, tout cela aboutit à ce que je venais de dire. Pour se résumer, il y a deux déferlantes importantes qui vont toucher le siècle, le changement climatique et environnemental d'une part, et les nouvelles technologies, dont on ressentira l'impact beaucoup plus encore dans la deuxième moitié du siècle. Il y a un monde en recomposition, véritablement, à cause de la démographie et de la géopolitique. Et puis, il y a des transformations dans les sociétés qui sont inévitables, sans qu'on sache très bien vers quel type de modèle on va aller. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas rester très longtemps sur les régimes politiques, économiques et même culturels sur lesquels nous avons fondé notre croissance depuis 2 siècles. Alors, ça justifie à ce moment-là qu'on fasse des scénarios multiples, cette situation-là. Et c'est ce que je voudrais essayer rapidement de présenter. Alors, ces scénarios sont fondés sur une vision globale de l'humanité. C'est-à-dire, on ne s'est pas posé la question comment ça va se décomposer au niveau des différentes régions du monde. Et on est parti aussi d'une périodisation en disant, bon, entre 2025 et 2040, là, ce qui va se passer va être quand même assez crucial. Il y a des fortes turbulences qui vont monter progressivement. En 2040, on sera dans une situation où là, on va devoir faire face à des ruptures. En particulier, les nouvelles technologies vont véritablement se diffuser dans les sociétés et le changement climatique va faire sentir de plus en plus, je dirais, sa tempête. Et puis ensuite, on a une situation en 2060 où là, les mutations inévitables des sociétés qui seront passer cette période de transition, vont s'installer. C'est-à-dire de nouveaux types
de fonctionnement de notre existence, de notre humanité, des relations internationales vont se cristalliser à ce moment-là. On aura passé là, si vous voulez, 1 génération et demie, presque 2 générations en 2060. Étant entendu qu'on est autour de 15-20 ans dans les générations. Et on est parti de 4 conduites de base qui nous ont semblé être la base des conduites humaines et qu'on retrouve chez un certain nombre de prospectivistes, notamment chez Jim Dator, qui était un des grands, qui est toujours en vie d'ailleurs, mais qui a posé un peu aussi ces bases-là. Quand on est devant une situation de rupture, qu'on affronte une vraie situation nouvelle, il y a 4 conduites de base finalement. Soit on est proactif dans la continuité de ce qu'on est, de ce qu'on fait. C'est par exemple cette démarche techno-solutionniste dans laquelle la majorité de l'humanité est aujourd'hui engagée. Bien alors, on est transformatif, c'est-à-dire on change véritablement, radicalement de conduite par rapport à ce qu'on est, ce qu'on vit. Et c'est par exemple s'engager dans un autre modèle de développement fondé sur la sobriété, par exemple, ce que certain nombre de personnes prônent d'une certaine manière, et de pays même. Ou bien alors on est paralysé dans une sorte d'inertie, de procrastination, si je puis dire. On ne prend pas les décisions et à ce moment-là, on est engagé dans une espèce d'évolution au fil de l'eau. Ou bien on se replie sur soi dans un réflexe défensif, sécuritaire, protectionniste. Et on voit des pays aujourd'hui qui s'engagent aussi dans cette démarche, ou certains qui sont tentés, y compris des grandes puissances. Et à partir de là, on a aussi réfléchi sur des évolutions qui sont fondées sur des bifurcations, c'est-à-dire une trajectoire qui, d'aujourd'hui à 2100, va rencontrer au grand moment des périodes qu'on évoque, en 2025, enfin 2040, 2060, des moments où on peut bifurquer, changer de chemin en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on a éprouvé. Mais attention, si on n'a pas bifurqué, si on s'est engagé dans des mauvaises voies au départ et que ça dure suffisamment longtemps, c'est irréversible. Si on ne fait rien aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, on se retrouvera en 2040-2050 dans une situation très difficile et irrattrapable quelque part. Donc c'est à partir de là qu'on a conçu des schémas, si je puis dire, pour penser sur la base de ces bifurcations, dont vous voyez ici une représentation un peu simplifiée. Alors, je vais prendre les 4 conduites de base et évoquer 4 scénarios à partir de ces conduites de base, sans rentrer trop dans les détails. Mais c'est pour vous donner une idée de la nature des réflexions et des visions que nous avons essayé de développer. Le premier scénario, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le techno-solutionnisme. C'est-à-dire qu'on est proactif en se disant on compte sur la technologie et à partir de là, on fait les efforts nécessaires. On attend que les nouvelles technologies vont nous permettre de réduire nos consommations d'énergie, on compte sur le numérique, etc. Et c'est cette situation-là que, d'une certaine façon, nous connaissons. Et on arrive en 2040 et on suppose que, d'une certaine façon, ce qu'on a espéré a réussi. C'est-à-dire que cet effort technologique, tout en essayant de mettre en place des dispositifs à la fois économiques, politiques, réglementaires, en s'entendant à peu près au niveau international, ont permis au fond, d'évoluer vers une situation qui, au niveau mondial, et notamment sur le plan climatique, est plus ou moins sous contrôle. À partir de là, on évolue donc vers 2060 dans une forme de coopération internationale, dans une forme de compromis entre régime démocratique et régime autoritaire qui finalement permet d'évoluer vers, au bout du compte, une civilisation mondiale qui respecte la diversité des cultures, qui permet à la diversité des humains, des individus et des groupes de se développer et d'accéder à un niveau supérieur à la fois de niveau de vie, de conscience et de respect de la nature en réaménageant cette nature en fonction des grands travaux qui seront de toute façon indispensables par rapport à ce qui peut se passer, ne serait-ce que du fait de la montée des mers, ne serait-ce que du fait des zones qui seront devenues inhabitables et d'autres habitables, comme par exemple la Sibérie ou le Nord canadien ou l'Arctique.
Et c'est la vision qui était développée en gros dans le récit de 2100, récit du prochain siècle, qui a été publié en 1990 et que j'ai évoqué tout à l'heure en début de réunion par le ministère de la Recherche français à l'époque. Et c'est cette vision que nous avons actualisée, notamment avec l'aide de Jacques Tess, qui a été un des principaux rédacteurs de ce scénario dans notre équipe. Le deuxième scénario, qui est également, alors là, c'est un scénario non plus de conduite proactive, mais véritablement transformatrice. On sort du modèle de développement actuel, donc on est dans l'alterdéveloppement, on se fondait sur la sobriété, d'une manière ou d'une autre, sur le plan économique, technologique, avec un effort aussi de redistribution sociale. Et on évolue, donc ça on évolue de la situation actuelle pour aller vers ce modèle d'alterdéveloppement en 2040. Et là, vers 2040, on s'interroge. On est dans une situation où la tempête climatique commence véritablement à prendre une ampleur considérable. Et par rapport à cette situation-là, compte tenu des évolutions dans les mentalités, dans les conduites, résultant des choix qu'on aura pu faire depuis aujourd'hui 2025, on est là dans une situation où la société ressent le besoin, la possibilité d'aller soit vers une dictature verte, parce que si effectivement on est dans une situation très difficile et que de toute façon on n'a pas réussi d'une manière ou d'une autre avec les technologies à résoudre les problèmes que pose le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre, on est avec possibilité d'une dictature verte ou bien de tomber dans l'éco-communautarisme, c'est-à-dire au fond des fragmentations en se repliant sur des démarches très écologiques, ou alors, c'est l'hypothèse qu'on a prise, on s'engage, c'est la grosse flèche verte en haut, vers une démarche de subsidiarité au niveau à la fois local, régional, mondial, et une redistribution des ressources pour permettre au fond à la fois la résilience des communautés à tous les niveaux et un minimum de capacité de niveau de vie. Et c'est ce qu'on imagine en 2060. Et à ce moment-là, on débouche quelques années, deux générations plus tard, sur une terre qui est un peu quelque chose d'idéalisé, d'une terre bien commun, dans lequel finalement on a des rapports avec la nature qui sont harmonisés. De l'humain avec la nature, c'est ce que l'on entend par cette société du symbiocène, et qui vient remplacer l'anthropocène d'une certaine manière. Ça, c'est le deuxième scénario très optimiste sur lequel il faut quand même être sérieux. La plausibilité est assez faible aujourd'hui. Je passe à deux scénarios négatifs assez rapidement. Ça, c'est celui du repli sécuritaire. C'est la conduite où finalement on se replie sur soi. Et c'est quand même des tentations que l'on voit aujourd'hui en Russie, en Chine. Aux États-Unis, ça peut se produire avec l'élection d'une présidence Trump. C'est pas totalement, je dirais, utopique ou dystopique d'imaginer ce scénario-là. Et ce repli sécuritaire débouche à ce moment-là inéluctablement sur ce qu'on appelle des mondes forteresses. Et ces mondes forteresses, c'est caractérisé à l'intérieur par des régimes très autoritaires qui, d'une manière ou d'une autre, contrôlent la population. Et d'autre part, ça s'organise autour de puissances auxquelles s'agrègent dans des blocs un certain nombre d'autres pays qui, à ce moment-là, sont un peu dans une situation de vassalité, puisque finalement, tout repose sur des rapports de puissance et en s'armant progressivement. Donc, cette évolution se produit, si je puis dire, ce repli sécuritaire débouche sur ce monde forteresse dans les années entre 2040 et 2060. Et on a un monde à ce moment-là qui est fragmenté en grands blocs, dans lequel continue à avoir de l'économie, mais sous une forme plutôt d'économie, pas de marché mondialisé, mais plus de troc entre ces grands blocs, avec effectivement un affaiblissement général des niveaux de vie et une forme de contrôle des populations par des pouvoirs autoritaires. Et ça débouche finalement sur un monde pluriel surarmé. Alors tout cela, évidemment,
dans les scénarios, ça essaye d'être concrétisé par des exemples précis de certaines évolutions, certains événements qui se produisent et qui entraînent ces situations. Le dernier scénario qu'il a, d'une certaine manière, c'est celui du fil de l'eau, et qui débouche, si on ne fait rien ou si on ne fait pas assez, sur des situations chaotiques localement. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont de plus en plus déstructurées, notamment à cause du changement climatique qui s'aggrave et auquel on ne peut pas localement résister, avec toutes ses conséquences. Il y a aussi une inaction, par exemple, sur le fait que on n'essaye pas de contrôler la technologie ou de la démocratiser. Donc, elle a des effets destructeurs sur les sociétés. Et puis, il y a une inaction aussi, c'est-à-dire qu'au niveau des conflits, on ne fait pas grand-chose pour les réduire. Donc, il y a de plus en plus de ressources qui sont détournées pour gérer ces conflits. Et pour donc terminer d'une certaine manière, on débouche après ces chaos locaux qui se multiplient. On se retrouve en 2060 dans ce monde chaotique. Et inévitablement, si on ne redresse pas la situation, ça veut dire si on continue dans cette attitude de procrastination, d'inertie, on débouche sur des grandes parties de la Terre, de la planète, qui sont caractérisées par ce qu'on appelle des effondrements. Alors, c'est ce type de scénario, il y a une part de vérité dedans. C'est que de toute façon, une partie de la planète, quoi qu'il arrive, il y aura des régions effondrées. Alors, il y a notamment des régions intertropicales, compte tenu de la situation où il y aura à la fois beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Et quand les deux se combinent, on ne peut plus vivre dedans. Mais c'est donc il y a une part de vérité dans ce scénario. Simplement, il prendra une ampleur plus ou moins grande selon la façon dont on se comportera. Donc, je voudrais juste terminer. Alors, ça, c'est quand on s'amuse à faire le graphe complet. On obtient ce genre de choses, ce qui permet d'une certaine manière de faire des probabilités sur ce qui est important. Ce qui nous est apparu, c'est que aujourd'hui, le risque d'un monde pluriel surarmé est probablement ce qui a le plus de probabilités. Derrière, il y a le monde techno-humaniste, qui est le premier scénario qu'on vous a présenté, et les deux autres, celui d'un effondrement assez important et celui d'un symbiocène, nous ont paru pas avoir une très forte probabilité. Voilà ce que je peux dire. Et pour conclure, donc aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes dans un monde où il y a un mélange de conduite, y compris dans un seul pays, de technosolutionnisme, d'inertie et de repli. Et ensuite, par rapport à tout cela, même s'il y a des potentiels extraordinaires, on peut imaginer des transformations des sociétés, à la fois dans leur vie, comportement, leur culture, etc. Néanmoins, il faut bien voir que si on n'agit pas rapidement sur les questions du changement climatique, si on ne procède pas à un contrôle et une démocratisation adéquate de la technologie, et si on ne lutte pas d'une manière efficace contre les conflits qui sont là et qui risquent de se développer, on va se retrouver dans une situation vraiment difficile et les scénarios négatifs ne sont pas du tout exclus. Au bout du compte, il faudra aussi se donner les moyens de préserver les modèles, et notamment les modèles proactifs et transformatifs, positifs que j'évoquais. Et ça, c'est la tâche, en gros, de l'ordre international à mettre en place dans, je dirais, la génération qui vient. Et cette génération future doit s'attacher à cela d'une manière ou d'une autre. Et il faut se préparer aussi aux catastrophes globales dont Françoise Roux va nous parler. Voilà. Et je voudrais terminer en disant, fin du diaporama, je voulais simplement dire que dans un processus itératif et participatif, c'est-à-dire que nous mettons en débat, dans des réunions comme celle-là, ces premiers travaux. Et puis nous espérons qu'avec les commentaires que nous allons recevoir, nous pourrons améliorer notre vision des choses et la rendre encore plus communicable. Et merci d'être les cobayes, les premiers cobayes pour cela. Donc là, on va passer Françoise Roux, qui a donc été présidente de groupe sur les nouvelles technologies au CDE et également
au Conseil général des mines, devenu Conseil de l'énergie et de l'économie. Juste avant, comme je sais que donc, les générations, certes présentes, mais futures aussi, doivent partir. On va les laisser partir parce que voilà. Et alors, vous avez vu comment dirais-je, ce que vous dit Jean-Éric, c'est-à-dire que le scénario finalement le plus probable, c'est l'armement, etc. Et les scénarios négatifs, mais c'est quand même à vous de faire que ça ne se passe pas. Donc, sur cette mission, on a été content de vous recevoir et revenez à l'IEA souvent. Alors, il y a une proposition, si vous avez 10 minutes. Voilà, il y a une proposition, puisque vous avez 10 minutes. On va passer la parole d'abord à Daniel et on passera la vidéo après. Effectivement, j'aurais trouvé dommage que vous l'entendiez pas, mais ensuite vous verrez bien. La question en fait qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc, et en particulier vous. Et je voudrais vous faire quelques propositions. En tout cas, la première chose que vous pouvez ne pas faire, c'est se dire oh là quel boulot incroyable, j'ai qu'à le lire, ça va être fait. Commencez par une posture de scepticisme absolu vis-à-vis de tout ce qu'on vous a raconté, dont je fais partie, hein, donc je ne suis pas en train de dire c'est parce qu'il a mal bossé, mais la croix du prospectiviste, c'est que par définition, il dit beaucoup de choses fausses, qui s'avéreront fausses, et qu'en plus, il n'y a pas moyen de savoir. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans le futur, on est dans l'incertain, on est dans la complexité, donc en plus le jeu des différents facteurs est à peu près indéterminable, et d'autre part que le simple fait d'anticiper quelque chose, par la pensée ou par l'action, en principe change cette chose. Donc voilà, on peut pas trop savoir si ce qu'on vient de vous raconter est juste ou faux, donc évidemment, du coup, le prendre au pied de la lettre ne sert à rien. Mais alors, est-ce que ça sert à quelque chose ? Alors d'abord, il y a plein de choses fausses, entre guillemets, dans la vie qui sont très importantes. Hein. La fiction artistique ou les fictions juridiques, les promesses technologiques, les serments de fidélité éternelle, etc. Tout ça, ça remplit des fonctions tout à fait essentielles, tout en étant faux. Et donc, non, mais en tout cas, potentiellement faux et assez souvent. Je dis le serment, on peut être fidèle quand même. Bref. Pensez plutôt que ces choses-là sont censées vous aider à réfléchir et pas à vous fournir un viatique dont vous allez vous servir. Vous aider à questionner d'abord les évidences, les agendas, les priorités. La grande difficulté des organisations aujourd'hui, c'est de ne pas savoir changer leurs agendas, la liste des questions auxquelles elles s'adressent. Et donc d'être en permanence dans une espèce de boucle problème-solution à laquelle on invite maintenant un peu tout le monde, les ingénieurs, les entrepreneurs, etc., à se prêter, alors que vraisemblablement c'est le plus inadapté des modes de pensée et d'action face à la complexité des choses, des questions qu'on rencontre. Et donc ça vous invite aussi à sortir des silos de vos disciplines, de vos compétences. Alors plus précisément, quelques propositions sur ce que vous pouvez faire de ce travail-là. Alors, premier élément quand même, quel que soit leur statut de vérité, il y a au moins 2 messages transversaux qui peuvent avoir un impact sur vos priorités ou sur ce que vous regardez plus ou moins, sur la manière dont vous regardez les choses. Le premier message, en fait, dans ces scénarios, c'est quand même une espèce de convergence sur le fait que nous n'en ferons pas collectivement assez pour éviter une dégradation significative de la situation écologique et sociale d'ici 2050. Ce qui ne veut pas dire, bon, bah, ok, donc on laisse tomber, parce que ce que nous ferons maintenant fera, et c'est ça la question qui quelque part ressort très fort des scénarios, fera qu'en 2050, le futur restera ouvert ou sera complètement fermé. Et donc l'urgence demeure pour pouvoir garder des possibilités d'initiative et des options qui sont à la fois du côté les 2 sujets sur la question écologique, du côté de la mitigation, c'est-à-dire éviter qu'un scénario 2 degrés qui est à peu près acquis devienne un scénario 7 degrés à l'échelle 2100, qui veut dire qu'en gros, l'essentiel de la surface de la planète est inhabitable par ces mammifères qui s'appellent des humains.
Et donc, ça, c'est des choses qui se font maintenant. Et évidemment, s'adapter, c'est-à-dire que de toute façon, les modes de vie sont en train déjà aujourd'hui de changer. Toute une série de manières de décider. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à un logement, vous ne vous posez pas seulement la question de comment il vous protège du froid, mais de comment il vous protège du chaud, ce qu'il y a 10 ans, personne ne faisait. C'est déjà des toutes petites choses, mais ces choses-là se passeront à une grande échelle. Donc, comment est-ce que les actions d'aujourd'hui laissent le champ ouvert pour des futurs qui ne sont pas uniquement subis? Le deuxième message important qui, je pense, a pu être oublié, pas par tout le monde, mais par un certain nombre d'acteurs, y compris de l'écologie, mais plus largement de la politique, c'est que le chemin est aussi important que le but, c'est-à-dire la situation finale telle que l'on décrit. Je vais vous prendre un exemple très simple qui d'ailleurs a été commencé à être abordé par les scénarios 2050 de l'ADEME tout récemment. Un même but qui pourrait être une société réellement soutenable d'un point de vue écologique peut être atteint par des chemins différents et en réalité le monde dans lequel qui sera déterminé par les choix qui ont été faits sur ce chemin démocratique, technologique, politique, socio-culturel, économique, etc., peut être fondamentalement différent. La Servante écarlate, si vous avez lu le livre ou vu la série, est un monde soutenable, obtenu par des moyens auxquels on n'est pas tout à fait obligé d'adhérer, mais c'est un monde soutenable, c'est un monde dans lequel la question écologique est au cœur de l'organisation théocratique et patriarcal est un faible mot sur la Servante écarlate, mais de ce monde-là. Donc voilà, c'est un chemin, c'est pas un chemin prôné tout de même, mais c'est un chemin. Je vous rappelle qu'il y a des manifestations aux États-Unis qui disent que la Servante écarlate n'était pas un manuel d'instruction, c'était censé être une alerte. Et peut-être que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, un peu ce backlash vis-à-vis des valeurs écologiques, qui dit ouais, en fait ce que vous voulez, c'est changer notre monde, nier nos valeurs historiques, etc., vient du fait que justement on ne s'est pas assez intéressé à quel point le chemin accompli. Imaginez, on devient soutenable, même en 2070 ou 2080. C'est forcément le résultat d'un effort coordonné, soutenu, considérable. Un effort comme ça laisse des traces. Et donc, comment on y est parvenu est tout à fait essentiel. Et ça, je pense que c'est un des messages un peu forts. Alors, deuxième proposition, donc ne prenez surtout pas nos récits pour argent comptant, prenez-les non plus comme des punching balls à la française, c'est-à-dire je vais juste chercher les fautes, prenez-les comme des ballons. Donc on peut frapper un ballon, mais on peut aussi le gonfler pour qu'il devienne plus grand, on peut le déformer, on peut le passer à quelqu'un d'autre, on peut le jouer en équipe, c'est-à-dire utilisez-les pour réfléchir et pour aller chercher d'autres idées pour vous projeter vous-même. En fait, la première chose que vous pourriez faire, d'ailleurs, c'est d'oser vous en servir pour vous dire qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que moi je sais de ce que je fais, de ma pratique, de ma connaissance, de ma recherche, etc. Qu'est-ce que moi je sais que je n'y trouve pas ? Et pas seulement pour se dire « Ah, ils étaient nuls ». Vous avez le droit de dire, c'est très bien. Si ça vous aide, faites-le. Mais pour vous dire, si j'ajoute ça à ces histoires, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça bouge ? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité ? Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les effets en cascade ? Quand vous faites ça, en fait, vous devenez déjà un peu prospectiviste. Vous faites cet acte que souvent, notamment dans les sciences humaines et sociales, les gens n'osent pas faire, de se projeter, de sortir de sa zone de confort, de la connaissance, pour se dire ça pourrait aussi être ça. Vous le faites par rapport à notre travail, donc en critiquant notre travail, c'est plus facile. Allez-y. Donc, vous enrichissez du coup ces scénarios, vous les complexifiez aussi, mais la complexité, c'est la matière première de la prospective, donc c'est normal. Et en même temps, vous commencez à vous engager au travers de ce que vous savez, au travers de ce qui compte pour vous. C'est à la fois facile et c'est incroyablement précieux. Alors ça, c'est un début. Mais comment on peut aller plus loin ? Et la proposition un peu finale, c'est vraiment d'aller le plus loin possible dans une forme de démocratisation de la pratique prospective. En gros, la prospective s'est construite historiquement comme une pratique destinée à nourrir les décideurs, mais il y a bien longtemps que les décideurs décident pas grand-chose d'important, en tout cas quand il s'agit de changer ce qu'ils sont, de changer leurs priorités. Et donc,
on a besoin de dépasser cette orientation un peu historique, atavique du monde de la prospective pour orienter l'effort de tous et toutes dans des directions qui sont peut-être moins spectaculaires, moins sérieuses, avec des effets de levier moins grands, plus fragiles, mais qui sont, pour moi, les conditions d'existence de Futur Ouvert et Pas Subi. Donc, si vous êtes des étudiants, ou si vous en avez, ou si vous avez des collègues, ou si vous avez des collaborateurs et des collaboratrices, servez-vous de ça pour mettre du futur dans leur vie ou dans leurs activités. À tout le monde. Tout le monde, en fait, vous, nous, tout le monde anticipe, tout le monde fait du futur, en réalité. Quand vous traversez la rue, quand vous avez fait le choix de faire telles études plutôt que telle autre, d'habiter à tel endroit plutôt que tel autre, vous avez eu un moment sur le futur. Mais vous ne l'avez pas conscientisé parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend. Or, probablement, demain, pour pouvoir garder les futurs ouverts, ça va devenir une compétence essentielle. Donc, invitez-les à se projeter, ou invitez-vous ensemble à vous projeter, à accueillir la complexité de l'incertitude, à valoriser la controverse, à concilier valeurs et compétences maintenant plutôt qu'en bifurquant à la sortie des études, à se penser comme des agents de changement. Et puis peut-être pour terminer un peu plus, et je reviens sur ton meilleur de tout à l'heure, des meilleurs futurs, politiser le futur au fond. On parle dans le monde de la prospective et un peu au-delà trop facilement de meilleurs futurs, de futurs désirables, comme si c'était évident qu'on était d'accord sur ce que c'est. Alors que c'est le cœur du politique, de savoir ce qu'on considère comme étant meilleur, comme étant suffisamment meilleur pour qu'on soit prêt à se battre pour qu'on soit prêt à prendre des risques, à engager des ressources, à abandonner quelque chose, à sacrifier des choses que l'on connaît pour l'obtenir. Donc c'est le cœur du politique, c'est le cœur qui manque, me semble-t-il, aujourd'hui au politique. Et donc un travail de ce type-là qui vous offre en fait un territoire sur lequel vous allez regarder ça, et peut-être même sur ces scénarios, peut-être qu'on est même trop explicite sur leur évaluation, mais et qui n'acceptent pas non plus des futurs révélés, mais plutôt des futurs émergents. Alors, merci beaucoup, Daniel. Alors, comme je ne voudrais pas vous mettre en retard par rapport à vos autres enseignants, on vous dit au revoir. Évidemment, vous avez 3 solutions après avoir été chez nous. Vous pouvez choisir d'être ambassadeur, vous pouvez choisir d'être prospectiviste, ou vous pouvez choisir de faire de la politique. Quoi. Je veux dire, c'est un peu ça qui vous est offert. Et faire de la politique, vous ne pouvez pas choisir. De toute façon, vous en faites. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que j'ai rien compris à ce que disait Daniel. Bon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur les 2 interventions? Et moi, je voudrais d'abord écouter vos questions et que nos amis y répondent. Et puis après, je voudrais faire réagir Alain Leroy à ses scénarios par rapport à ce qu'il voit dans le monde, si j'ose dire. Alors, avez-vous des questions? Oui, madame. Je suis consultante en prospective et en durabilité. On voit bien effectivement dans le travail prospectif, et vous avez une vue depuis longtemps sur ce sujet, qu'on commence à toucher à des sujets où on est dans des ruptures mais absolument fondamentales, quoi. Ce qui n'a pas toujours été le cas en prospective. Il y a un point qui, moi, me frappe, c'est peut-être est-ce qu'il est possible de mettre dans l'ordre les choses? C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui que c'est le géopolitique qui va déterminer un certain nombre de choses, peut-être sur d'autres aspects? Je suis assez frappée de voir qu'on appelle ça le scénario du repli sur soi. Moi, j'aurais envie de dire que c'est le scénario des volontés de puissance, au contraire, plus que du retour du repli sur soi. Et notamment, une question qui peut-être rejoint l'intervention aussi précédente, c'est que en géopolitique, on voit bien qu'il y a quand même une forme de déclin de l'Empire américain et que ça va avoir énormément de conséquences. Et donc, ça laisse la possibilité à d'autres pôles du monde, justement, d'avoir cette volonté de puissance. Et donc, il y a une question dans la géopolitique qui est comment on va faire pour avoir une gouvernance multiple? Est-ce que le multilatéral, finalement, aujourd'hui, n'a pas été sous-tendu par un leadership important
celui des amis des États-Unis ou celui des deux blocs après la guerre. Donc déjà, se dire, est-ce qu'on est, enfin, on parle de renouer avec le multilatéralisme, mais qu'est-ce que ça va être cet horizon où finalement il n'y aura pas de leadership d'un ou deux acteurs forts, puisqu'aujourd'hui on est un peu dans le faux multilatéralisme. Et une autre chose aussi qui est moins abordée, c'est la question du secteur privé. On a tout à l'heure abordé rapidement cette question du rôle du secteur privé dans les gouvernances, etc. Est-ce que ça, c'est pas une tendance extrêmement structurante de l'économie aujourd'hui, d'avoir des acteurs qui ont acquis des tailles, où on change de nature, quoi, et qui sont peu intégrés aux gouvernances pour l'instant, qui échappent un peu aux gouvernances, ou des gouvernances hybrides, on parlait tout à l'heure, des choses sur l'OMS, etc., qui peuvent se mettre en place, mais dont le rôle n'est pas encore bien défini et qui ont de plus en plus d'importance, qui me paraissent centraux dans votre scénario technosolutionniste. C'est des forces motrices centrales qui, eux, n'ont pas intérêt à la démondialisation. Voilà. Comment vous voyez un peu l'ordre dans lequel les problèmes se prennent? Je ne sais pas si pour vous ça a du sens ou pas. Et une petite dernière point, c'est qu'on voit bien que dans vos 4 attitudes, j'ai l'impression qu'on les voit déjà aujourd'hui dans nos sociétés, ces 4 attitudes. Et du coup, quid de scénarios de guerre civile, incapacité à... Merci Sandra, pardon, je t'ai appelée madame parce qu'avec le projecteur, je ne vois pas bien les visages. Très, très rapidement, oui, la géopolitique est centrale dans tout ça. La difficulté auquel on est confronté, c'est de mesurer dans quelle mesure il faut faire bouger les choses sur le plan géopolitique pour s'engager dans un scénario ou dans un autre. Mais c'est effectivement un point qui dans, je dirais, je vais être franc, par rapport à l'analyse qu'on fait des mégatrends et la manière dont on construit les scénarios, on a un écart. On a une perception de la réalité et ensuite, quand on se projette dans l'imaginaire, on est un peu décalé par rapport à la réalité à laquelle on a consacré du temps d'analyse. Et en particulier, c'est sur la question géopolitique. C'est-à-dire, si on veut imaginer les événements importants qui feraient basculer d'un scénario vers un autre, c'est probablement des événements géopolitiques. Et c'est là-dessus qu'il faudrait, à mon avis, affiner notre travail. Parce que les scénarios reposent sur, quand même, à un moment, la manifestation de certains événements. Donc, de ce point de vue-là, ça fait partie du travail itératif qui apparaît sur la dernière slide. La deuxième observation, c'est la question du secteur privé. Alors, et là, il est abordé tout à fait. Par exemple, dans le scénario technosolutionniste, tout ce qui est mis en œuvre au point de vue institutionnel, en fait, fait participer, au fond, les multi-stakeholders. C'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, le privé joue un rôle aussi important que la société civile et que le gouvernement dans la mise en place de ce scénario positif. Donc, il apparaît, mais il n'est pas explicite. Pour vous donner. Et par ailleurs, la question des guerres civiles, elle est absolument centrale, par exemple, dans le scénario d'effondrement, dans le scénario de chaos progressif. Ça passe par des guerres civiles principalement. Donc, voilà. Peut-être juste, donc je ne vais pas compléter ça. Par contre, peut-être la question de l'ordre dans lequel on prend les choses, je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre. Je pense que la caractéristique d'une situation complexe, et peut-être pour certains d'ailleurs des théoriciens de la prospective aujourd'hui, une situation dite post-normale, c'est-à-dire dans laquelle la situation de crise et de multicrise est la normalité pour les décennies à venir, c'est que justement vous n'avez pas le choix de l'ordre. Vous êtes obligé de les prendre tous ensemble dans leurs interrelations. C'est-à-dire qu'évidemment, par exemple, les questions géopolitiques sont
très intriqués avec les questions économiques, et notamment avec le pouvoir des entreprises, la sécurisation des circuits d'approvisionnement, etc., etc. Enfin, voilà, la manière dont la Chine voit les choses, c'est pas qu'elle a envie de conquérir le monde, c'est qu'elle a besoin de pouvoir avoir ses usines, ses sources de matières premières, ses circuits de distribution, etc., et de les avoir absolument sécurisés dans un monde qui n'apprécie pas nécessairement sa compétitivité. Donc tout ça va ensemble. Donc peut-être l'une des difficultés, c'est celle-là, c'est que ce serait mieux pour tout le monde d'avoir un ordre, de pouvoir dire on va commencer par ça, puis ça, mais on n'a probablement pas ce luxe. Philippe Lemercier du Conseil général de l'armement, et ancien prospectiviste. J'avais 2 questions plutôt méthodologiques. Comment vous constituez vos équipes de prospectivistes pour éviter le biais d'ethnocentrisme, qui me paraît être très, 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 très important. Et seconde question, quelle place vous laissez à la surprise? Alors, sur l'équipe de prospectivistes, en fait, on s'est appuyé beaucoup sur le petit noyau qui était mentionné au départ, qui lui-même a ses propres réseaux avec lesquels il discute de manière assez régulière et qui, par ailleurs, est alimenté par la différence, par exemple, avec le travail qui a été fait en 1990. C'est qu'il y a eu 600 experts qui ont été réunis en 1990. Vous étiez peut-être d'ailleurs un d'eux. Mais à l'époque, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'il fallait faire des séries de séminaires avec la meilleure connaissance disponible à ce moment-là sur le territoire autour de différents thèmes, que ce soit l'énergie, la technologie, sociale, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente. C'est qu'on trouve énormément de choses sur Internet. Pratiquement tout peut être accessible comme connaissance. Après, il y a un problème de filtrage. Et là, on a reposé un peu sur notre équipe un peu élargie au-delà des 6 personnes que j'ai mentionnées pour opérer ces filtrages. Donc, ça a des limites indiscutables de ce point de vue-là. Mais bon, compte tenu des ressources dont on disposait, qui n'étaient pas du tout celles du ministère de la Recherche en 90, on a estimé que c'était l'approche la plus faisable par rapport à l'enjeu qu'on s'est mis. Peut-être on n'aurait pas dû se mettre ce défi, mais c'est comme ça. La deuxième question, c'est quelle part à la surprise? Et là, je renvoie à ce que disait tout à l'heure Daniel Kaplan, c'est-à-dire qu'il y a des limites à ce que peut faire un groupe de prospectivistes, quel qu'il soit. Et à partir de là, il faut essayer d'ouvrir au maximum. Et donc, créer des conditions dans lesquelles l'imaginaire va pouvoir faire rééruption. Que ce soit à partir d'événements inattendus, que ce soit à partir d'événements qu'on imagine, mais qui sont complètement inattendus, mais qui apparaissent parce qu'on a un type de public qui vous apporte autre chose. Alors, cela étant, on a une petite vidéo, que je ne sais pas si on aura le temps de la passer, où on évoque, là, vraiment, de l'ordre de la surprise, des choses qui, certaines sont assez plausibles. Par exemple, le scénario d'une fonte rapide de l'Antarctique, aujourd'hui, la probabilité de sa crédibilité augmente régulièrement. Et ce n'est pas une surprise. Ce qui sera une surprise, c'est le jour où on l'annoncera comme très probable. Et là qu'est-ce qui va se passer? Un bouleversement probablement économique et financier, des bourses qui vont s'affoler, une réorientation générale des politiques publiques de tous ordres, à commencer par celle d'aménagement du territoire, mais aussi la santé, l'éducation, etc. Et là, pour le moment, on n'est pas dans la surprise. Mais si ça survient, et ça c'est typiquement l'événement de surprise sur lequel il faut travailler, et travailler de manière approfondie pour voir toutes les conséquences. Si c'est annoncé, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, la surprise positive, moi, je pense, par exemple, que la surprise positive... Alors là, on évoque, dans nos scénarios, on a des surprises positives. Et ce qui m'a été ce matin, ce que j'ai entendu à propos du sommet de l'avenir, pour moi, c'est une surprise positive. Même si ça demande à être confirmé, même si on ne sait pas du tout ce qui en sera du suivi, le fait qu'on ait pu avoir un tel accord, comme d'ailleurs l'accord de Paris en 2015 sur le climat, c'est quand même pour moi un processus de progrès, d'apprentissage de l'humanité. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où ça peut être récupéré grâce notamment au numérique et à la diffusion des informations par les télécoms, par l'ensemble de la population au niveau capillaire, dans le quotidien de chacun, ces idées, elles se propageront et c'est une surprise positive dans le cadre d'un des cheminements que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être l'ambassadeur Leroy. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, allez-y. Ah, pardon. Alors, je ne suis pas du tout prospectiviste. Je suis médecin à la science publique, éthique narrative. Mais j'avais une question justement sur l'éducation et la sensibilisation qui nous concerne tous, et notamment des médiations sensibles. J'ai pu observer les limites, par exemple, pour un dispositif citoyen, les directives anticipées vers lesquelles on ne se précipite pas, et les pistes que peuvent représenter des formes un peu de mise en scène et mise en récit pour sensibiliser les citoyens individuellement et collectivement à ces questions d'anticipation et de prospective. Voilà, donc je voulais vous interroger là-dessus. Merci. Alors, il faut que je fasse une réponse vraiment courte, alors que ça pourrait être long, parce que c'est le cœur de notre pratique de travailler sur les questions de fiction et d'art pour aller explorer des futurs. Je vais peut-être dire une chose, et on y travaille, y compris avec des personnes dont la pratique professionnelle, par ailleurs, est une pratique de psychologie narrative, et il y a des proximités entre l'un et l'autre. L'une d'entre elles étant, et c'est peut-être le malentendu auquel il faut qu'on prenne garde, que la prospective est une narration, enfin tout scénario est une narration par définition, mais aujourd'hui on attend beaucoup des narrations, des narratifs, des récits, etc. Et en particulier on en attend qu'ils viennent convaincre les gens de faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut étant défini ailleurs qu'en eux. Et je pense que dans votre pratique, si on fait ça, c'est pas sûr que ça marche, et que c'est quand même important que le ce qu'il faut vienne d'eux, mais du coup, c'est pas forcément le même ce qu'il faut que la personne d'à côté. Et que la question, c'est comment ces éléments-là travaillent ensemble. Et donc, peut-être le message central, c'est comme de toute façon, le futur, un peu comme l'histoire, a une relation compliquée avec la narration. Il construit des narrations tout le temps. Il faut le prendre au sérieux, il faut s'intéresser à ce qui font les conditions d'une bonne narration, et notamment son ouverture. Il faut s'intéresser à des narrations dans lesquelles les personnes sont des protagonistes et non pas seulement des récipiendaires censés être convaincus pour enfin changer de comportement. Ce qui est un gros changement de la part, y compris des acteurs publics et politiques. Ça fait partie, en fait, de cette invitation à devenir tous et toutes prospectivistes. Donc, vous ne l'êtes pas, mais si, en fait, si vous avez une pratique narrative, d'une certaine manière, quand les gens arrivent à commencer à se raconter et à raconter des manières dans lesquelles ils pourraient vivre, y compris avec une maladie durable ou j'en sais rien, ils font une forme de prospective, ils deviennent des acteurs de quelque chose. Et donc, c'est ce type de dispositif dont on a, me semble-t-il, besoin, y compris d'un point de vue politique, dans une société qui n'est clairement plus tout à fait prête à recevoir les récits tout faits qu'on lui propose en plus de moins en moins. Question brève d'un non spécialiste absolu, question non politiquement correcte. Qu'est-ce qui fait que les COP se succèdent, que jamais dans les objectifs, il n'est question de la stabilisation, voire de la régression de la population mondiale comme un objectif, puisqu'il suffit, quand on est non spécialiste et qu'on n'y connaît rien, de se dire qu'au début
du 19e siècle ou même du 20e siècle, avec une population nettement inférieure, on n'avait pas les problèmes que nous sommes amenés à rencontrer. J'ai un sujet parce qu'il y a une vidéo de Françoise Roure qui serait peut-être intéressante à passer juste maintenant, parce qu'elle correspond à certaines questions. Et ensuite, on va clôturer avec nos réponses, nos tentatives de réponse à tous. La vidéo de Françoise Roure, en fait, parle de 4 catastrophes globales. Ce qu'on appelle l'hiver océanique, c'est-à-dire la fonte de l'Antarctique et ses conséquences. Il y a un hiver volcanique qui est créé par cette fonte, qui peut être associé à ces processus de dégagement du socle antarctique, et qui à ce moment-là provoquerait des processus volcaniques comme ceux qui ont pu être très destructeurs dans le passé. Il y a un hiver numérique qui, ça, est de l'ordre de la probabilité non négligeable, avec des orages solaires qui, à ce moment-là, détruisent les systèmes électriques et électroniques sur l'ensemble du monde. Et puis, il y a un hiver nucléaire qui est une guerre nucléaire. Il est parfois utile de prendre une posture d'objet non identifié pour se donner la liberté d'explorer des situations dont l'expression reste interdite par tabou, par déni, par dogme ou même par peur d'ostracisation. Parmi les grands bouleversements qui peuvent être attendus, nous connaissons plus particulièrement les changements climatiques qui peuvent conduire à de grandes famines, des pandémies avec des répercussions radicales, notamment sur les modes d'organisation sociale et d'innovation qui en découlent. Disparition des espèces, récolte alimentaire insuffisante, migration, etc., etc. Il s'agit ici de proposer une vision prospective d'événements de type Black Swan, à très faible probabilité, d'ici un siècle, mais avec impact potentiellement extraordinairement élevé. Ces événements peuvent être pris séparément ou se combiner pour créer un effet systémique global se déroulant pendant des siècles, voire des millénaires. Alors, il s'agit ici de foresight for good, et c'est la raison pour laquelle c'est véritablement une proposition de potentialité sur lesquelles nous n'avons aucune responsabilité, bien entendu, sur leur avènement. Donc, je vais traiter successivement de 4 sortes d'hivers: l'hiver océanique, l'hiver volcanique, l'hiver numérique et enfin l'hiver nucléaire. Pourquoi hiver? Eh bien, par analogie, comme je l'ai annoncé au début, en hiver météorologique, qu'arrive-t-il au vivant? Le vivant se fige, soit il l'a prévu et survivra, soit il n'a pas prévu et il disparaîtra. Commençons par l'hiver océanique, si l'Antarctique fondait beaucoup plus vite et plus largement que prévu. Dans le cadre des scénarios d'effondrement, nous ne pouvons pas passer sous silence une fonte plus rapide et plus importante de l'Antarctique. Cette fonte entraînerait une hausse de plusieurs mètres de l'océan d'ici 2100, en particulier si le glacier Thwaites, grand comme la Grande-Bretagne, venait à fondre. C'est une hypothèse des plus crédibles aujourd'hui et qui serait évidemment très disruptive pour la marche du monde. Et si cette annonce pouvait être faite dans les toutes prochaines années, au vu des progrès réalisés par les observations de phénomènes tels que l'infiltration de l'eau de mer réchauffée entre la calotte glaciaire et le sol rocheux du continent, ou le détachement et la fonte des icebergs, il y aurait des conséquences extrêmement élevées, en particulier sur le fait que des pays ou des régions seraient presque complètement submergés, les Pays-Bas, mais aussi Floride, Californie, Bangladesh, Vietnam et de nombreuses îles du Pacifique. Et outre la panique mondiale qui s'exprimerait de manière monétaire, mais bien entendu pas seulement, il y aurait des problématiques de militarisation de la société pour reloger les populations et déplacer toutes sortes d'infrastructures. Le commerce international serait extrêmement mis à mal, notamment parce que des centaines d'aéroports internationaux seraient inopérants, et puis les ports d'eau profonde devraient aussi probablement être reconstruits plus loin. Donc cet ensemble de conséquences en cascade, si l'Antarctique venait à fondre beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement que prévu, entraînerait des pertes agricoles de grande ampleur, mais aussi des réorganisations sociétales importantes, comme par exemple
la prolifération de cités flottantes dont on voit l'émergence aujourd'hui. Il y aurait également une augmentation des gaz à effet de serre parce que de très grands travaux seraient mandatés pour pouvoir héberger les populations qui seraient contraintes de migrer. Et les rapports à la nature, à l'environnement et à la planète d'une large partie de la population seraient probablement radicalement changés. Alors certaines organisations s'y préparent, telles que l'armée américaine, qui reconsidérait depuis déjà plus de 20 ans l'implantation de ces bases navales, et ceci malgré le climato-scepticisme qui a pu être parfois observé aux États-Unis. Mais ici, le plus grand risque, c'est le déni, et donc il convient d'y faire face. Deuxième point, c'est la problématique de l'hiver volcanique. Alors, vous le savez, historiquement, lorsqu'un volcan entre en éruption, ça a été le cas, par exemple, en février 1600, un volcan péruvien a envoyé des cendres volcaniques jusqu'à 35 km de hauteur et il s'en est suivi de manière géographiquement localisée, ce n'était pas un impact global, une famine parce que même l'été, il gelait la nuit. Et par conséquent, les récoltes n'ont pas pu être faites. Et donc, c'est une époque où la mobilité était faible et finalement, il y a eu des millions de morts par famine du fait de cette éruption volcanique. Alors, ça se passait au Pérou et c'est dans la Russie de 1600 que les personnes qui sont mortes ont été identifiées du fait de la famine. Alors, à l'avenir, une réduction de la calotte glaciaire antarctique, quelle qu'en soit l'origine, provoquerait une modification de pression sur le sol. Et nous savons, par exemple, qu'en Antarctique, il y a de très nombreux volcans sous la calotte glaciaire et qu'il y a 8 volcans en activité et il y a un certain nombre de volcans qui ne demandent qu'à se réveiller finalement. Le problématique, c'est que si cette calotte glaciaire fond trop rapidement, la pression sur le sol va varier et nous ne sommes pas à l'abri d'un hiver sismique qui résulterait qui entraînerait une forte chute de la température et selon son ampleur et sa durée pourrait alors accélérer le passage à un nouvel épisode glaciaire. Vous voyez que nous sommes là en train de considérer des événements qui sont en face du réchauffement climatique. Donc la dérivée finale, nous ne la connaissons pas, mais il faut quand même en tenir compte. Alors, je passe maintenant à la problématique de l'hiver numérique qui pourrait être induite par une modification géomagnétique de la planète Terre due à une tempête solaire. Alors, je mets de côté l'interruption volontaire de communication électronique avec ou sans destruction de matériel numérique sur une aire géographique donnée. Ça répond à des objectifs de sécurité, c'est localisé, ça n'est pas le sujet. Ce dont je voudrais parler ici, c'est d'une catastrophe naturelle, un hiver numérique résultant d'une activité solaire intense et orientée par marque de chance vers notre planète Terre. Il y a beaucoup d'orages solaires, simplement, ils ne visent pas forcément la Terre. Et là, ce serait le cas, il arriverait vers notre planète. Alors, c'est connu sous le sigle CME comme Coronal Mass Ejection, ou éjection de masse coronale. Et cet hiver numérique, il pourrait intervenir brutalement, n'importe quand, en fait, d'ici la fin du siècle en cours. Et ça, c'est véritablement terrible parce que nous avons déjà une petite avant-goût de ce qui s'est passé en 1858, où il y a eu des perturbations géomagnétiques très intenses, où les opérateurs de télégraphe à l'époque ont vu leurs équipements produire des étincelles, provoquer des incendies. En fait, pendant cet événement, la durée de transmission de l'éjection solaire jusqu'à la Terre, c'était 17 heures. Et avec donc un impact à 2380 km à la seconde. Donc, le temps pour se retourner face à ce type d'impact sur le géomagnétisme de la Terre est extrêmement court. Et donc, s'il faut véritablement s'y préparer, il faut vraiment s'y préparer très, très à l'avance. Un orage solaire de très forte intensité aurait pour conséquence d'endommager le hardware terrestre et satellitaire et de dégrader fortement les infrastructures et réseaux de transport et de distribution d'électricité, les transformateurs électriques ainsi que les appareils fonctionnant à l'électricité. Donc, je ne vais pas détailler les conséquences, mais vous imaginez bien que s'il n'y a plus de circuits électriques, si même les câbles sous-marins ont souffert dans la distribution des communications électroniques, c'est la totalité des sociétés dépendantes au numérique qui s'arrêtent et qui s'arrêtent de fonctionner avec un certain temps, puisque la tempête solaire dure en réalité à son pic de l'ordre d'une semaine pour pouvoir récupérer le nombre de nanotesla, entre guillemets, normaux qui caractérisent l'activité géomagnétique de la Terre. Et donc là, les activités sociétales
de transport, en matière de santé, en matière de chaîne alimentaire, de distribution d'eau, de finances, en matière de communication électronique, sont stoppés, avec des conséquences extrêmement importantes, puisque selon la Fédération du court terme jusqu'à l'adaptation de moyen long terme, il y a des problématiques de rupture de cohésion sociale très très fortes et de maintien de l'ordre public qui devient impossible, avec des personnes qui ne vont plus au travail ou à l'école et de la capture violente de ressources rares. Donc, ces scénarios ont été développés par US Department of Homeland Security il y a pas mal d'années déjà. Et le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a alerté il y a très peu de temps et les pays de l'Union européenne sur les conséquences. Là, en termes de fréquence et de probabilité, nous sommes en 2025 à une période de très haute activité solaire l'année prochaine et les probabilités s'accroissent au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Donc, ceci n'est pas une vue de l'esprit. Des rapports sérieux de l'OCDE et d'ailleurs ont documenté ce point. Donc, il faut s'y préparer. Le dernier point, c'est le point dont on ne peut pas parler, c'est l'hiver nucléaire. Hein. Je terminerai là-dessus. Lorsque à la dissuasion nucléaire succède l'escalade, les conséquences ont été estimées il y a déjà longtemps déjà par la Rand Corporation, c'était en 1985. Ces conséquences varient en fonction du nombre de détonations nucléaires constatées de toutes parts lors d'un échange de tirs. Et selon cette étude, les effets d'obscurité et de baisse de température en fonction de la quantité de kilotonnes dans les charges nucléaires, peuvent aller jusqu'à moins 40 degrés Celsius par rapport à la température avant les frappes. Alors, il s'agit évidemment d'un scénario extrême qui nous amène pratiquement à 5 milliards d'humains privés de nourriture dans un délai de 2 ans et 360 millions de morts immédiats. C'est le genre de scénario qu'on ne peut pas dire, mais qui pourtant a été documenté déjà il y a pas mal d'années. Donc, ce que l'on peut dire simplement, c'est qu'un hiver nucléaire ne peut pas être écarté, étant donné les armes nucléaires opérationnelles et les, entre guillemets, opportunités multiples de prolifération. Et même si la chute des températures et la localisation des dommages est impossible à déterminer avec certitude et a aussi fait l'objet de controverses scientifiques, il n'en demeure pas moins vrai que, prospectivement parlant, et pour citer Ronald Reagan, un hiver nucléaire est théoriquement possible. C'est même la fondation de la dissuasion réciproque. Alors, pour terminer cette session et répondre à certaines de vos questions, moi, je voudrais reprendre la surprise. C'est amusant, alors c'est une petite anecdote parce qu'en ce moment se passe le Festival du Marais et le thème du Festival du Marais est la surprise. D'ailleurs, il y a 10 jours, on a fait ici une intervention sur la surprise. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même très, très peu de surprises, étant donné l'exercice mondial de différents scénarios, si vous voulez. L'Antarctique, par exemple, enfin, sur le climat, tout ce qu'on considère comme des surprises, ou en tout cas des chocs extrêmement nouveaux, ça fait partie depuis une vingtaine d'années, voire plus, des scénarios les pires du GIEC. Voilà. La surprise, c'est qu'on ne croit jamais au pire. Et c'est ça qui me frappe beaucoup dans l'ensemble de ces phénomènes climatiques. La surprise, évidemment, alors ce n'est pas tout à fait une surprise, mais on n'a pas trop le temps de se retourner, c'est l'astéroïde, enfin, qui effectivement, bon, c'est le fameux film, hein, je veux dire, qui heurte la Terre, etc. Mais par exemple, dans les 4 catastrophes que nous a annoncées, ou qu'allait nous annoncer Françoise Roure, aucune n'est une surprise. La guerre nucléaire, on en parle depuis que la première bombe a explosé. Le numérique, on connaît les conséquences effectivement des effets solaires, etc. On a déjà vécu un tout petit peu, une petite répétition du deuxième scénario sur le volcan. Avec le volcan islandais, etc. Alors, petite, hein, localisée, enfin quand même très étendue, etc. Quant à l'Antarctique, encore une fois, c'est dans les pires scénarios du GIEC. Moi, ce qui me frappe en revanche,
c'est la surprise, et je crois que c'est toi, et donc tu le diras peut-être mieux que moi, Daniel, c'est que les conséquences de ce qui ne sont pas des surprises sont des surprises pour l'homme. Voilà, ça, je trouve ça extrêmement important. Je raconte toujours l'anecdote on sait qu'une digue d'une centrale nucléaire au bord de la mer doit être rehaussée étant donné les phénomènes extrêmes et la montée de l'océan, mais on ne la rehausse pas assez. Ça, c'est, je peux vous dire, dans le monde entier, on ne la rehausse pas assez. À commencer par Blaye, chez nous, pour prendre un exemple de la centrale. Et c'est partout pareil, je veux dire. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, c'est la maladaptation de l'esprit humain. Et comme je ne veux pas terminer moi-même, mais laisser à nos invités la fin, je vais répondre directement à votre question, monsieur, sur les COP et la démographie, puisque c'est ça votre question. Alors, il y a une réponse institutionnelle extrêmement précise, c'est que sous contrôle de l'ambassadeur, vous ne pouvez pas parler démographie à l'ONU. Entre guillemets. Oui, mais on ne peut pas vraiment aborder ces problèmes. Pendant très longtemps, on n'a pas pu aborder le contrôle des naissances à cause du Vatican, et maintenant, on ne peut pas aborder le contrôle des naissances à cause des États islamiques en particulier. Je veux dire. Et donc, c'est quelque chose qui a été extraordinairement peu. On avait essayé, par exemple, dans les préparations de 92, de Rio plus 20, non, de Rio point, et on n'a pas pu. Alors là, c'était à cause du Vatican. Maintenant, c'est encore pire. Deuxième observation, quand même, on aborde ces questions, mais uniquement par les femmes. Alors, par exemple, il y a tout un programme, en l'occurrence, qui est à l'ONU, dans une des... ça dépend du Conseil économique et social, mais je ne sais plus exactement quelle instance, qui est un programme de stabilisation de la population, mais c'est sous l'égide responsabilité des femmes, ce que je trouve assez extraordinaire, mais c'est sous cette égide-là. Et ça, c'est vraiment un des sujets. Et troisièmement, oui, vous avez raison, mais à partir du moment où le contrôle des naissances est vraiment une prérogative des États, une prérogative nationale, c'est extraordinairement difficile à faire ce contrôle de manière multilatérale. C'est ça la réponse. Alors, Daniel, tu voulais, je crois, intervenir sur quelques points. Ensuite, je voudrais vraiment que tu aies la gentillesse de réagir entre ces scénarios et puis ce que l'ONU, en tout cas ce que le multilatéral pourrait en faire, pour en particulier répondre à des questions qui ont été posées. Et puis, je donnerai évidemment à notre directeur et à toi-même le mot de la fin. Peut-être très vite, parce que beaucoup de choses ont été dites quand même. Il y a un bout de débat en fait dans le monde de la prospective sur il y a un débat éternel en fait sur à quoi ça sert en vrai, y compris parce que les gens qui la financent passent leur temps à poser la question, notamment au service de prospective dans les organisations publiques et privées. Mais en vrai, vous servez à quoi? En fait, il y a deux grandes questions. La première, je l'ai un peu abordée, c'est que ça s'est construit comme une science de la décision. Or, beaucoup des choses dont on a parlé ici, c'est pas du côté de la décision, c'est je vais faire ça, c'est du côté de l'être. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je cherche? Qu'en fait, on a du mal à discuter parce que c'est sorti dans une large mesure du discours politique, peut-être parce que on avait une gueule de bois sur les grands destins communs du XXe siècle où ça s'est pas très bien passé, mais du coup, voilà, on a cette difficulté à se poser la question de ce qu'on est, ce qu'on veut être, ce qu'on cherche à devenir, et comment on résout le fait qu'on ne veut pas la même chose les uns et les autres. Et donc c'est pour ça que je pense que quelque part le futur est où la prospective pour tous et toutes vient, ce que nous on appelle la littératie du futur, une technologie politique tout à fait essentielle. Donc sortir du seul sujet de la décision
Et puis peut-être une deuxième chose qui illustre un peu à la fois l'exercice qu'on a fait et puis le petit bout de proposition que je vous ai fait, qui est entre l'idée de futur abstrait, c'est on vous raconte des grandes histoires du futur qu'on est capable de raconter avec comme un narrateur neutre vu d'en haut, c'est nos scénarios. Et à nouveau, quand je dis ça, je m'inclus, hein, je fais partie de l'équipe qui a produit ça, par rapport au futur vécu. C'est-à-dire les futurs dans lesquels on se projette, dans lesquels on s'imagine. Il y a aussi cette notion de le futur présent, le présent futur, mais dans lequel on se projette en tant que personne, en tant qu'organisation, en tant que collectif, vivant là, jouant ou pas un rôle là. Et on a besoin d'arriver à relier les uns aux autres, notamment par des formes de narration, de création. C'est essentiel, d'où le fait qu'à nouveau, on ait pensé au tout début, quand on s'est dit on va refaire l'exercice, enfin on va poursuivre ou continuer ou faire une saison 2 de l'exercice de 90, on était quelques-uns à dire « Ah oui, mais là, ça racontait une histoire, c'est juste plus possible maintenant. C'est inimaginable de raconter de qui on était, notre petit groupe, l'histoire du XXIe siècle. » Donc, non seulement il faut en raconter plusieurs, mais il faut essayer de livrer un peu la boîte à clous pour que d'autres racontent les leurs. Et donc, c'est vraiment peut-être de là aussi que surgiront des surprises. Alors, est-ce que ces futurs et l'avenir peuvent marcher ensemble? Oui, ça me paraît tout simple. Tu as 3 heures. Clair et simple, parfait. Non, peut-être alors un mot d'abord sur démographie, puis après quelques réflexions tirées de ce qui a été dit là tout à l'heure. D'abord sur démographie. Alors, il y a une agence des Nations Unies pour la démographie qui s'appelle le FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour les populations. Bon, mais effectivement, il fait des analyses statistiques. Et en démographie, en plus, c'est assez facile de voir combien on aura de population en 2050, en 2060. Tout ça, les trends sont déjà connus pour l'essentiel aujourd'hui. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ça, on peut faire des statistiques. Mais en revanche, les recommandations, c'est là que ça devient très compliqué. Parce que, tu l'as dit, c'est... donc, les recommandations, ça touchait les problèmes du Vatican ou bien les problèmes de religion musulmane, particulièrement aujourd'hui. Mon point, c'est de dire, je reviens parce que je pense à une autre idée, sur démographie. D'abord, un chiffre tout simple. On sait bien, par exemple, l'Afrique, c'est aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, c'est 2 milliards en 2050, et surtout un chiffre qui était impressionnant, c'est 450 millions d'Africains vont arriver sur le marché du travail d'ici 2050, et les chiffres du FMI, c'est environ 250 millions d'emplois. Donc 200 millions qui ont du mal à trouver un emploi. Donc il y aura peut-être des surprises bonnes, etc. Mais voilà, le jeu. Et donc, évidemment, de tout le monde, on a envie de dire il faut arriver à une limitation de la démographie. Alors d'abord, on voit combien la Chine a été capable de limiter sa démographie, et maintenant on n'arrive pas à la remonter, on pourra en discuter. Eh bien, et donc simplement, sur quoi à la Banque mondiale on arrive à peu près à discuter, c'est de dire, certes, on ne peut pas dire aux pays africains ou autres, faites un contrôle de naissance, votre taux de population. En gros, par exemple, Niger, aujourd'hui, c'est 7,2 enfants par femme. Hein, donc, là où en France, on est à 1,9 aujourd'hui, et en Italie, à 1,4, et au Japon, à 1,2 à peu près. Donc là, très difficile de dire aux pays qui ont, au Niger et d'autres pays, faites du contrôle des naissances, même s'il y a quelques pays qui commencent à avoir contraception masculine et féminine et masculine, quelques pays commencent. Mais là, le thème qu'on arrive à dire, c'est éducation des femmes. La réponse, c'est alors peut-être femme, éducation des femmes, parce que là, la FNUAP a bien montré des analyses sur lesquelles il y a évidemment corrélation entre le niveau d'éducation des femmes et le fait d'avoir un nombre d'enfants raisonnable, quoi, qui ne soit pas 7, 8 ans, voilà. Donc là-dessus, c'est la façon dont on traite un peu ça aujourd'hui. Il y aura peut-être des progrès après. C'est la Banque mondiale ou la France fait beaucoup de programmes pour développer l'éducation des femmes. Bien, on pourrait continuer longtemps sur la démographie, mais on approche de la fin, je vais vite. L'autre point, c'était, au contraire, quelques réflexions sur scénario. Moi, la réflexion que ça m'inspire surtout, c'est que il y a très très peu d'endroits. Moi, j'ai travaillé pour la France, l'Union européenne ou l'ONU, et j'ai pratiquement jamais été confronté à des rapports sérieux discutés sur la prospective à très long terme. Alors, j'en lis un bout d'article dans un journal où je peux avoir un intérêt personnel, mais jamais, j'ai travaillé toi aussi dans les autorités françaises,
Bon, pareil à l'Union européenne, pareil à l'ONU, il n'y a pas. Bien. Alors, et j'entends jamais parler de prospective. Presque, on ne parlait pas du sommet de l'avenir, mais la prospective, n'y n'ont pas les journaux, sauf à des alertes. Bien. Sauf évidemment quand on parle de fond dans l'Antarctique, ça parle un peu. Et donc la conclusion que j'en tire simplement, c'est que je vois qu'il y a des endroits où on fait de la prospective. J'ai été confronté, j'ai vu des rapports de la CIA, ou j'ai un rapport, c'est évidemment à long terme, ou un rapport de la Rand Corporation, mais je trouve qu'en France, c'est pas du tout assez connu les travaux qui sont faits. Et c'est vrai qu'on peut en penser que ça paraît une évidence que pour les décideurs, mais décideurs en termes multi-stakeholders, pas seulement les États, mais on sait bien que les GAFA, elles dessinent l'avenir du monde. Donc on sait bien que cela est quand même plus connaissance de ça. Et je me dis, voilà, c'est quand même, pour moi, ça paraît invraisemblable que, par exemple, ne serait-ce qu'en France, il n'y a plus de corps de commissariat au plan. On avait un commissariat au plan, on a tous connu la période Pierre Massé, éclairer l'avenir, ardente obligation, comme disait le général de Gaulle. Ça paraît une évidence aujourd'hui, le commissariat au plan. Alors heureusement, on a un petit peu France Stratégie. Bon, c'est un petit peu quelque chose, mais c'est pas du tout assez fort. Et je trouve vraiment que c'est une question géopolitique. Il faut vraiment développer Oui. Mais là, oui. Mais aujourd'hui, on a un commissaire au plan qui est M. Béraud, mais je ne sais pas si tu as trouvé une étude du Haut Commissariat au plan de M. Béraud. Je crois, elles font 3 pages, je crois. Bon. Bien. Et simplement, oui, c'est peut-être 6 pages. Bon. Et donc voilà, moi, ça me paraît invraisemblable que moi, je serais décideur de ne pas avoir quelqu'un qui me donne des scénarios et sur lesquels, à la fois, des probabilités et puis en même temps, des types d'actions. Si vous faites ça, voilà la conséquence à long terme, etc. Alors, on avait, Madame Dante et moi-même, on avait considéré à un moment donné, qu'en s'intéressant à cela, qu'il y avait plus d'efforts prospectifs dans les entreprises privées aujourd'hui que dans le public. Mais non, mais ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est les entreprises privées, y compris pétrolières, j'en sais quelque chose, qui, enfin, il y a 30 ans ou 40 ans, avaient venir la question du changement climatique et du problème du carbone. Ils l'avaient repéré, alors elle l'avait caché, mais ils l'avaient repéré avant les autres. Bien. Bon. Et alors simplement, pourquoi il n'y a plus de blanc? Je pense c'est parce que c'est les échecs des grandes planifications, quoi. La planification à la soviétique, les échecs que ça a donné, etc. Ou même en France, le plan, il y a des défauts. Et simplement, alors moi, je trouve qu'il faut absolument développer cette fonction de prospective. Et alors, heureusement, il y a quelques endroits. Alors quand même, le GIEC, c'est quand même un très bon endroit, je trouve, dans lequel, par définition, on a un progrès de la civilisation. On réunit les grands 2000 scientifiques du monde entier, mais avec qui font des. Alors, il y a des progrès à faire, même dans le GIEC, parce que moi, je trouve qu'il y a parfois une discordance entre les annexes du GIEC, qui sont faites par les scientifiques impeccables, et puis la synthèse qui est faite pour la grande opinion publique, pour le public, elle est beaucoup plus discutable, la synthèse, parce qu'elle veut faire passer des messages. Bon, en tout cas, c'est quand même un énorme progrès. Il y a autre dans le domaine aussi, suite au GIEC, l'IPBES, pour la biodiversité aussi, voilà, bien. Mais moi, je trouve qu'on devrait beaucoup plus avoir, au niveau de la France, de l'Union européenne, de l'ONU, d'abord une synthèse que, par exemple, les gens de la CIA, de la Rand Corporation parlent avec la Société française de prospective, etc. Je trouve que c'est une fonction qui manque terriblement, ne serait-ce que pour éclairer les décideurs, parce que sinon, effectivement, quand on parle nucléaire, ça donne, j'allais dire, des articles de Paris Match. On fait, c'est facile d'éclairer l'apocalypse, c'est Paris Match, et là, on ne sait plus ce qui est sérieux, ce qui n'est pas sérieux, donc on a vraiment besoin d'avoir confiance dans tous les travaux qui sont faits. Il y a Davos, quand même. Il y a Davos, un petit. Oui, mais Davos, oui. Enfin voilà. Enfin, je trouve simplement, moi, c'est la réflexion que ça m'inspire, c'est que j'étais très heureux d'entendre un peu parler de prospective. J'en entends jamais parler. Je trouve qu'on doit unir nos efforts pour rendre encore plus public tout ce les travaux qui sont faits, et si possible, qu'ils soient plus, pas seulement la mission de la France, européenne et mondiale. Si on a fait cette matinée, c'est parce que quand vous regardez la synthèse, excusez-moi, la genèse, voilà, du sommet de l'avenir, en fait, l'ONU n'est pas partie d'un certain nombre de scénarios qui pourtant sont, comme il a été dit, à la disposition, j'allais dire, la porte en face, en partie, parce que les scénarios quand même américains de la NASA, etc., sont quand même tout à fait intéressants. Je veux dire, donc voilà. Et donc en fait, c'est
c'est un souhait prospectif finalement, ce pacte, sans appui ou référence à des travaux sérieux qui pourtant existent. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui se développe, c'est les chaînes d'information en continu. Et en revanche, les médias qui parlent un peu de prospective à 50 ans, voilà, n'existent pas.